Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africable Télévision, la chaîne du continent. Et merci d'être fidèles à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Ce soir, je reçois monsieur Mamadou Koulibaly, professeur à l'université d'Abidjan Cocody et ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, et monsieur Sidi Soso Diarra, président de Panodit et ancien vérificateur général de la République du Mali. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Avec nos deux invités, nous allons tenter dans un premier temps de voir à quoi sont utiles les assemblées nationales en Afrique. Notre second sujet concernera les biens dits mal acquis. En troisième et dernière partie d'émission, ils répondront aux appels téléphoniques de nos téléspectateurs. À quoi sert une assemblée nationale en Afrique? En posant cette question, nous ne faisons pas de la provocation. Nous savons qu'ailleurs, cette institution a du prestige et du pouvoir, et surtout qu'elle exerce une influence très importante dans la dialectique institutionnelle de la démocratie et du développement. Mais chez nous, en Afrique, il y a réellement un souci à comprendre l'utilité de cette institution, dite de la représentation nationale, et dont les membres, c'est-à-dire les députés, sont supposés être les représentants du peuple, c'est-à-dire de vous et de moi. Mais en réalité, que se passe-t-il? Nous allons en discuter après le micro-trottoir de À votre avis. Il est évident qu'en termes de résultats aujourd'hui, sur certains aspects, en tout cas, le Parlement n'est pas totalement en train de remplir pleinement sa mission. En Afrique, on peut considérer que les décisions qu'ils prennent à l'Assemblée nous servent, ça développe l'Afrique en total. Mais au Burkina, c'est pas totalement ça. Il y a quand même des petites résistances au niveau des réponses ou bien des décisions qu'ils prennent. Donc ça affecte la population en un certain sens. Les assemblées nationales en Afrique ne servent à rien. J'aurais voulu, parce que là c'est de la comédie qu'on nous présente quand on va aux élections, quand on va vers le peuple pour être élu comme député. Moi je crois que c'est de la mascarade, je crois que c'est de la comédie. Les présidents ici en Afrique qui viennent, je préfère qu'ils désignent les élus comme ça, comme si on était au temps colonial. Je crois que c'est mieux, parce que là ce qu'ils nous présentent là c'est du n'importe quoi. Si nous voulons avoir des assemblées nationales crédibles, il faut qu'on change les modes de scrutin, les modes de désignation des députés, pour ne plus peut-être arriver à permettre à une seule coalition, à un seul parti, de disposer d'une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Alors, M. Koulibaly, ni les États africains, ni leur constitution ne sont le produit du génie créateur des peuples africains et de leurs élites. On a fait du copier-coller tout simplement. C'est très peu glorieux, mais c'est comme ça. Alors, à quoi peut servir une institution telle qu'une Assemblée nationale issue de cette forme d'imposture intellectuelle? Merci bien à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je pense que vous êtes trop dur avec nous. Le copier-coller, on ne l'a pas fait que sur l'Assemblée nationale ou les institutions politiques. On se met bien en costume cravate. Pourtant, on ne s'en plaint pas souvent. On a les téléphones dernier cri cellulaires, on s'en plaint pas. On a les Mercedes et les 4x4 dernier modèle, on s'en plaint pas. Apparemment, on s'adapte mieux quand il s'agit de ces choses-là. Et quand il s'agit des institutions de la République, quand il s'agit des institutions de l'État, quand il s'agit des institutions démocratiques, alors là, les choses changent. On ne s'adapte pas, on refuse, on ne veut pas. C'est pas le couper-coller qui est en cause. C'est notre capacité à vouloir vraiment la démocratie qui est en cause. C'est le fond du départ. Nous ne voulons pas de la démocratie? Voyez-vous, toutes nos constitutions disent que les assemblées nationales sont nécessaires. Ce sont les deuxièmes institutions dans tous nos pays. Les députés, comme le disait le radio-trottoir de tout à l'heure, vont chercher des voix. Mais quand on regarde aussi bien la manière de chercher des voix
que l'action au sein de l'Assemblée, on se demande si vraiment nous avons compris ce que c'est qu'une Assemblée nationale et pourquoi nous la désirons de cette façon-là. Des députés vont en campagne et disent aux populations: votez pour moi, je vais vous faire des routes, je vais vous faire des ponts, je vais vous faire des écoles, des maternités, des marchés. Et puis les populations vont voter parce que le député a dit ça. Et personne dans la machine de l'État n'est capable de poursuivre ce monsieur parce qu'il fait du faux, parce qu'il ment. Un député n'a pas pour fonction de construire des écoles, des ponts, des routes, il n'en a pas les moyens, c'est du mensonge. Mais on fait la campagne là-dessus. Et tous les candidats le font, le président de la République ne dit rien, la Cour des comptes ne dit rien, le Conseil constitutionnel ne dit rien. Mais pourquoi, d'après vous, professeur, pourquoi? Et surtout, pourquoi les populations réalisent ce même monsieur qui a menti, qui n'a pas construit de route ni d'école? Parce qu'il ne peut pas, construire de route et de pont. Et la principale fonction d'un député, d'une Assemblée nationale, c'est contrôler l'action du gouvernement. Et lorsque le peuple élise un président, il est chargé d'exécuter le développement. Mais à côté de ce président auquel on va donner des moyens, de l'argent, des budgets et un pouvoir, et les peuples vont désigner des contrôleurs du président, des contrôleurs de l'exécutif. Est-ce que ce qu'il dit est conforme à ce pourquoi nous l'avons choisi? Et ces contrôleurs, ce sont les députés. Ils contrôlent l'action du gouvernement. Ils autorisent le gouvernement et le président à avoir un budget, donc à prélever l'impôt sur les populations, et puis utilisent à bon escient ces impôts. Ça, c'est la fonction. Maintenant, que le député aille dire « votez pour moi, je vais faire des écoles », c'est les élites elles-mêmes qui trompent. C'est une irresponsabilité des élites. Et on trompe les peuples, et puis une fois qu'on est élu, on ne fait pas les écoles parce qu'on ne peut pas, les maternités parce que c'est pas dans nos fonctions. Par contre, la fonction qui est celle du député, on ne l'exécute pas non plus, contrôler l'action du gouvernement. Alors, c'est juste pour avoir des postes et dire qu'on est député. Monsieur Diarra, quel est votre avis sur cette question? Bon, en fait, moi, je suis vraiment conforté dans l'idée que nos assemblées actuellement ne servent pas à grand-chose. Par-delà toutes les missions que M. Koulibaly a citées qui incombent à l'Assemblée, moi, dans le cas du Mali, en fait, il y a deux choses qui m'ont toujours frappé. C'est que les 10 dernières années qui viennent de passer, en fait, n'ont vu pratiquement aucune opposition structurée dans ce pays. Or, le rôle du Parlement aussi, pour contrôler l'action du gouvernement, il faut qu'à certains moments, quand il y a des mesures qui vont à l'encontre des intérêts de la population, il faut que des députés puissent se lever pour dire non. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ils ne le font pas tout simplement parce qu'au début, vous avez vu, il y a un jeune homme qui dit au moment des élections, on vient, on nous distribue du thé, des t-shirts, et puis on va mettre le bulletin dans l'urne, et comme ça tout le monde est content. C'est-à-dire qu'on a enlevé aux élections, en fait, leur quintessence même. C'est-à-dire, non, on va voter parce que on nous propose plusieurs choix de société, et parmi ces choix-là, on fait un, et on vote en fonction de ça. Ici, en fait, si vous regardez le mode de fonctionnement des partis politiques et le mode de fonctionnement des élections, ce côté-là n'est pas évident du tout. C'est-à-dire que voir des partis politiques avec des programmes très explicites et qui sont diffusés jusqu'à la base, ça vous verrez ça très rarement. Donc les gens ne vont pas voter par conviction. Que craint un député qui déciderait d'être conforme à sa mission de contrôle de l'action gouvernementale? Que craint-il? La dernière fois où il y a eu ce cas en Côte d'Ivoire, par exemple, où des députés sur le statut de la famille se sont dit que la loi était peut-être prématurée et ont osé, même pas rejeter la loi, mais discuter pour mettre des bémols à la loi, le président de la République a dissous le gouvernement pour sanctionner les députés. Et ils se sont réunis après et ils ont voté la loi. C'est lié à la nature des régimes présidentiels que nous avons.
Dans les régimes présidentiels que nous avons en Afrique, le président de la République a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir d'un président américain, de Barack Obama. Vous pouvez ajouter à ce pouvoir celui de François Hollande, le président français. Vous ajoutez à cela le pouvoir de Ben Ali ou de Kadhafi. Tout ce type de pouvoir dans les mains d'un seul président. Et ça, c'est le modèle du régime présidentiel africain. Mais professeur, ça c'est très malsain. Ce sont les constitutions que nous avons adoptées et dans la foulée des années 60, on voulait des hommes forts, on voulait des régimes forts, on était convaincus que ces régimes-là allaient faire le développement. Et puis 60 ans après, on se rend compte qu'on a des hommes forts qui se battent pour le pouvoir, qui font des guerres pour le pouvoir, qui se renversent les uns les autres, mais que la population n'a aucune prise sur ces hommes. Et ce que les intervenants disaient tout à l'heure, le Parlement ne sert quasiment à rien dans le type de régime présidentiel que nous avons. Monsieur Diarra, un exemple qui n'est pas exactement le même dont M. Koulibaly vient de faire cas et qui a eu lieu au Mali. C'est le code de la famille ici. Voilà. Alors il y a eu un problème parce que là, les députés ont voté ce texte-là. Il ne restait plus qu'à le promulguer par le président de la République. Les populations sont descendues dans la rue et ont remis en cause tout ce processus. Ce qui a fait reculer le gouvernement, l'exécutif, et ce document, finalement, a été édulcoré pour pouvoir passer. Voilà. Alors, bon, ça c'est vraiment, s'il fallait trouver un exemple du hiatus qu'il y a entre l'Assemblée et la population qu'elle est censée représenter, ça c'est un bel exemple. C'est-à-dire que c'est un désaveu cinglant infligé par la population à l'Assemblée qui, pour des besoins que je qualifierais d'alimentaires sans être sarcastique, en fait, c'était un vote alimentaire. Et la population, elle a vu que cette nouvelle loi, ce nouveau code n'a pas suffisamment intégré nos données culturelles et nos données sociales. Donc, la population a renvoyé la copie à l'Assemblée. Tout à fait. Et l'Assemblée s'est déjugée. Oui. Professeur, oui. Dans la plupart des assemblées de nos pays, oui. On trouve un grand nombre d'illettrés ou de députés semi-analphabètes. Oui. Alors, ceux-là, oui. Lorsque vous discutez de la loi de finances ou lorsque vous discutez d'un traité international sur la protection de la couche d'ozone, quelle est leur contribution? L'illettrisme, à mon avis, n'est pas en cause. Si les partis politiques sont organisés autour d'idéologies, comme le disait tout à l'heure M. Diarra, si les partis sont organisés autour d'idéologies, autour de doctrines, de vision de la mission du parti et que les partis se distinguent en fonction de choix idéologiques clairs, que la personne soit alphabétisée, illettrée ou pas, si au sein du parti il y a la formation et que chacun sait que nous, dans notre parti, si on arrive, voilà comment nous voyons l'environnement, voilà comment nous voyons l'agriculture, voilà comment nous voyons l'économie. L'illettrisme ne fait aucun problème. Pendant le débat, cette personne-là peut se faire expliquer et vérifier si effectivement le gouvernement que nous avons mis en place respecte sa parole donnée, fera les routes, les hôpitaux, les écoles, la couche d'ozone, on lui expliquera parce que nos populations vivent dans la saleté ambiante dans les quartiers, les eaux usées, les ordures. Illettrés ou pas, les gens comprennent. Le drame, c'est que nos partis politiques en Afrique ne sont pas construits autour d'idéologie. C'est vrai que parfois on entend dire certaines personnes, nous sommes un parti de gauche, nous sommes un parti de droite, nous on est socialiste, nous on est communiste. Tous les gouvernements font la même chose. Bien, professeur. Et ce qui les distingue, c'est souvent des choix ethniques et des choix régionaux. C'est le parti de nous les gens de l'Ouest, c'est le parti de nous les gens du Nord, nous les gens du Centre, nous les musulmans, nous les chrétiens. Et ça perd l'Afrique et ça désoriente le Parlement. Tout à fait. Professeur, vous avez été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pendant la période qui a précédé la crise que votre pays a connue, oui. Et crise qui a débouché sur la guerre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que
l'institution que vous dirigiez à ce moment-là a fait pour éviter la guerre? Et quel rôle vous-même, en tant que président de cette institution, vous avez joué pour faire éviter au peuple dont vous étiez le représentant les affres qu'il a fini par connaître malheureusement? Pendant cette rébellion et cette crise, l'Assemblée a été désavouée parce que ceux qui sont allés à Marcoussis ont signé un accord qui demandait de faire certaines réformes. Ils sont revenus de Marcoussis et l'Assemblée a fait les réformes, a voté les lois conformément à la Constitution. Mais la rébellion de l'époque a jugé que la conformité à la Constitution ne l'arrangeait pas. Et le médiateur de l'époque, le président Thabo Mbeki et le président Gbagbo Laurent, le président Konabedié, le président Ouattara du RDR à l'époque, et puis le chef de la rébellion de l'époque, M. Soro, se sont retrouvés et ont décidé, Soro n'y était même pas encore, ont décidé de prendre les réformes par ordonnance. Tout le travail qui avait été fait par l'Assemblée nationale a été jeté à la poubelle et le président de la République, de connivence avec les autres, ont pris des ordonnances et on a perdu du temps. Et depuis l'époque, il n'y avait que des lois mineures qui venaient à l'Assemblée, le budget n'y venait plus, le président gouvernait par ordonnance, et ça c'est le régime présidentiel, et il pouvait le faire de par la Constitution, un article 48 est utilisé, et puis il peut gouverner sans l'Assemblée. C'est ce qui est arrivé, pour dire ce qu'on a fait. Et lorsque la crise, pour ne même pas arrêter là, jusqu'en 2005, Marcoussis c'était 2003, jusqu'en 2005, les lois de Marcoussis avaient été votées. Et puis en 2005, il a été décidé que l'Assemblée ne servait même plus à rien et qu'il fallait la dissoudre. Parce qu'elle refusait justement ces ordonnances, elle refusait ce dictat de l'exécutif, ça gênait tout le monde. Et le premier ministre qui est arrivé, c'était Bani, avec le groupe de travail international piloté par le ministre de la coopération de l'époque, le ministre français de la coopération. Et ils ont décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et vous-même, en tant que président, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, à partir de ce moment-là, à titre personnel, quand la décision a été prise, les députés, certains députés sont venus me voir et ont dit, bon, désormais, nous, il a été décidé qu'on va être dissous, nous, on ne fait aucune objection, c'est terminé, on ne travaille plus. Je leur ai dit, vous ne travaillez plus, vous ne serez pas payés. J'ai fait couper les salaires. Et ils sont allés voir le gouvernement qui n'a pas osé leur payer des salaires. Ils ont dû revenir prendre leur place à l'Assemblée. Ça, c'est la première des choses. La seconde, je me suis employé à faire la médiation. Je me suis employé à faire la médiation en pleine crise. Entre qui et qui? Entre le président Ouattara et le président Gbagbo. Monsieur Diarra, vous qui avez été vérificateur général du Mali, vous avez certainement audité l'Assemblée nationale du temps où vous étiez aux affaires. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour terminer cette partie de l'émission, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur la gouvernance de l'Assemblée nationale? Mais je ne pourrais pas vous en dire grand-chose parce que figurez-vous que pendant mes 7 ans de mandat, je n'ai pas vérifié une seule fois l'Assemblée nationale. Comment ça? Pourquoi? Bon, parce que il y avait une question disons, des territoires, si j'ose dire. C'est pas que vous n'étiez pas habilité à auditer l'Assemblée nationale. Bon, c'est ce qui est ressorti en fait des discussions. C'est-à-dire que l'Assemblée, c'est d'office exclu du champ des investigations. Monsieur Koulibaly, vous souriez? C'est une expérience qui arrive un peu partout en Afrique. Pour éviter ce type de difficultés que le vérificateur général a eu et que les assemblées ont aussi, c'est de laisser tomber tous nos régimes présidentiels. C'est vrai que vous avez proposé, pour la Côte d'Ivoire, vous avez proposé, j'ai lu que vous avez proposé un régime parlementaire. Je pense que les pays africains s'en sortiraient mieux. Ceux qui s'en sortent bien aujourd'hui sont au régime parlementaire. On n'a pas besoin de faire plusieurs élections, d'avoir un président et puis ensuite on fait comme au Canada, on fait comme en Grande-Bretagne, on fait comme en Allemagne. On ne fait qu'une seule élection et le parti, un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Une fois que
les votes sont faits des députés, tout le monde est député. Le parti qui a la majorité à l'Assemblée désigne son leader qui va être Premier ministre ou président si vous voulez. Le parti qui n'a pas la majorité est bien constitué et a un statut de parti d'opposition qui a un shadow cabinet, un cabinet qui est pareil que le cabinet qui exerce, qui partage les informations et le contrôle se fait systématiquement. Chaque semaine, chaque mois, le Premier ministre vient devant le Parlement, rend compte, explique. Et on économise en termes de coûts électoraux, on économise en termes de tensions sociales, tensions ethniques, tensions culturelles, on veut être président, et puis tout le monde est député. En Grande-Bretagne, le Premier ministre est député, son directeur de cabinet est député, tous les ministres sont députés, leurs directeurs de cabinet sont députés, donc ceux qui ont eu le mandat du peuple gèrent le pays. Ils rendent compte au peuple, à l'opposition et au peuple à l'Assemblée. Les gens suivent au quotidien comment l'argent public est utilisé et c'est plus simple pour nous. Malheureusement, les pays africains n'aiment pas cela, mais les grandes démocraties du monde fonctionnent comme ça. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de la première partie de notre émission. Nous allons aborder le second sujet. Les biens mal acquis. De manière récurrente, l'actualité internationale focalise ses projecteurs sur tel chef d'État, généralement africain, mis en cause, tel héritier qui est sommé de rendre des comptes, ou tel ministre du budget qui finit par sombrer dans les abysses. Qu'en est-il effectivement? Que sont les biens mal acquis? Avant d'ouvrir le débat, je vous invite à suivre le micro-trottoir de « À votre avis ». La plupart des gens sont en train de crever la gueule ouverte pour ne pas dire que je suis impoli. Voilà, ce n'est pas du tout bien. On ne peut pas éviter. On ne peut pas ouvrir la bouche. Lorsque vous parlez, on vous tape dessus. Depuis quelque temps, c'est comme si le gouvernement n'a qu'un seul travail, c'est la traque des biens mal acquis. Or, pour moi, je pense que c'est un travail de la justice, c'est un travail quotidien. Donc, toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu à détourner des biens publics devraient être poursuivis selon la loi. C'est pas étonnant. Aujourd'hui, il n'est secret pour personne le monde dans lequel nous vivons, si c'est la course aux richesses. Monsieur Diarra, certaines mentalités populaires africaines considèrent que c'est Dieu qui donne, et y compris aux grands braqueurs des deniers publics. Face à une telle mentalité, comment pouvez-vous expliquer la pertinence de la lutte contre les biens mal acquis? Parce que je ne connais aucune religion où Dieu préconise le vol ou le pillage des richesses d'autrui. Ceci étant, pour en revenir aux biens mal acquis, il y a deux possibilités. Si c'est des biens mal acquis et que ça se passe entre des particuliers, ça, ce n'est pas mon propos. Ce qui m'intéresse ici, c'est les biens mal acquis au détriment de l'État, au détriment du public. Puisque actuellement, la bonne gouvernance, en fait, c'est ça qui est le credo qui est devenu quasiment universel. Bon, la bonne gouvernance suppose quand même que dans un État donné, il y ait ce qui ressemblerait un peu au système immunitaire chez l'individu, c'est-à-dire un ensemble de textes, un ensemble de lois, un ensemble d'institutions qui, dans leur fonctionnement et leur mise en application, aident à éviter justement le pillage des ressources. Donc ça, c'est l'aspect théorique. Et donc, il y a des structures de contrôle qui sont là pour ça. Vous avez dans chaque administration, il y a des procédures. Est-ce que ça fonctionne? Bon. Maintenant, il se trouve que ça ne fonctionne pas. Donc, à côté de ça, quand il y a des cas avérés, il y a d'autres structures qui passent a posteriori pour faire le point
des dégâts qui ont été commis par les uns et les autres. Et les biens mal acquis, en fait, viennent de là, c'est-à-dire tout part du phénomène de la corruption. C'est-à-dire vous profitez d'un poste ou de vos relations ou de trafic d'influence que vous pouvez exercer pour accumuler des richesses qui ne correspondent pas à des transactions véritables, ou bien à des transactions surfacturées, ou bien à des transactions qui ne sont d'aucune utilité pour le public. Quand on parle de biens mal acquis, souvent on pense aux chefs d'État, on pense aux ministres, on pense aux directeurs généraux, mais est-ce qu'en réalité ce n'est pas un mal qui touche l'ensemble de notre architecture sociale, administrative et de production? Je suis tout à fait d'accord que ça touche l'ensemble de notre système administratif. Maintenant, c'est une question de degré. Parce que sinon, bon, disons, l'agent de la circulation qui rançonne les usagers de la route, bon, il s'enrichit de façon illicite. Bon, mais là, c'est plutôt, je dirais, alimentaire. Maintenant, quand on prend des cas comme ce qui vient de se passer au Sénégal, ou bien les biens mal acquis qu'on a traqués en France concernant certaines familles de présidents africains, là, vous voyez tout de suite que c'est dans des proportions qui ne peuvent pas être acceptables pour des pays qui ont des niveaux de revenus comme les nôtres. Si je prends ce qui se dit, par exemple, par rapport au montant qui est reproché à un Karim Wade, on parle de 1 milliard d'euros, exactement 694 milliards de francs CFA. La loi de finances pour le Mali 2013 prévoit un budget de 1007 milliards. Vous voyez? Donc ça représente 69% du budget annuel. Imaginez, bon, au Mali, on n'a pas fait le point comme ça vient d'être fait pour le cas de Karim Wade, puisque ici, on se contente de détecter ce qui a été fait, mais sur le montant qui est reproché à Karim Wade, on dit que 90%, en fait, c'est sous forme de placement dans des sociétés offshore. Ici, on n'a jamais fait ce genre de travail. Je voulais insister là-dessus parce que la traque des biens illicites, là, elle doit partir d'abord d'une volonté politique. Tout à fait. Professeur Koulibaly, oui. Je voudrais votre sentiment sur cette question. En plus de ce que M. Diarra vient de dire, je pense qu'il y a dans le fond la question de la responsabilité de chacun d'entre nous en Afrique. Vous avez dit le cas des peuples, mais le cas des hommes politiques, le cas des élites, c'est la responsabilité. Est-ce que l'argent public, est-ce que les deniers de l'État doivent servir à enrichir ceux qui s'adonnent à la politique, ou bien alors est-ce que ces deniers doivent servir à développer les conditions, améliorer les conditions de vie des populations? En Afrique, en général, les élites répondent oui, ça doit servir à améliorer les conditions de vie des populations, mais dans la réalité, ils s'accaparent ces fonds, et ça c'est dans la substance même de nos pays. La première façon de subtiliser les deniers, c'est déjà que dans tous nos pays, la terre qui est la propriété de nos parents dans les villages, les lopins de terre, les hommes politiques, toutes les élites depuis les indépendances ont décidé que cette terre-là était propriété des États et que ce sont les États qui doivent l'affecter. Qu'on trouve de l'or, du diamant, du pétrole dans un village au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou partout, tout de suite, c'est propriété de l'État, on va chasser les villageois. Au Texas, à Houston, ça ne se fait pas comme ça. Première façon de nous accaparer le patrimoine des gens, parce que l'argent public, c'est l'argent des impôts, hein, c'est l'argent du coton, c'est l'argent du cacao. Deuxième élément, c'est pour les francophones eux-mêmes, d'admettre implicitement que on fait la politique pour devenir riche et d'accepter qu'une partie des finances de l'État, très officiellement,
est ramassé pour être déposé au Trésor public français. Très officiellement, c'est 50% des avoirs extérieurs nets, très officiellement. Alors, à partir du moment où moi, je suis chef d'État, ou ministre des Finances, ou ministre tout court, je vois que l'État lui-même en tant qu'instance, quand il vend son pétrole, il dépose sur un compte dont on n'a aucune information. Là-bas, au Trésor français, 50% des devises. Localement, je ne vois pas pourquoi je vais faire autrement que de me servir moi-même. Question de responsabilité. Responsabilité individuelle, responsabilité collective. Et puis je termine là, les peuples eux-mêmes n'aiment pas demander des comptes à leurs hommes politiques. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi? Parce que les États sont devenus des États patrimoniaux. On distribue l'argent à tout le monde et puis tout le monde est corrompu. Oui. Monsieur Diarra, vous êtes d'accord? Non, bon, en fait, moi je mettrais quand même les problèmes, c'est pas du tout au même niveau. Hein. Parce que le principe de notre union monétaire, effectivement, c'est de mettre nos avoirs en devises en commun. Et il est convenu que le Trésor français gère à peu près 60% de ces avoirs-là. Donc on a une liberté, une marge de manœuvre sur à peu près 40%. Bon. Mais de nos propres sous? Voilà, mais on ne les donne pas à la France, mais c'est déposé au Trésor français. Mais ils sont quand même utilisés pour nos besoins. Ce dont on parle d'enrichissement illicite là, ce sont des montants, cette fois-ci, qui sont prélevés sur les deniers publics, mais pour des usages strictement privés. Et ça, pourquoi, en fait, jusqu'à présent, malgré tous les rapports, parce que personnellement, le bureau, pendant mes 7 ans-là, a fait à peu près 200 et quelques rapports, parmi lesquels il y avait 140 vérifications financières. Bon. Mais il n'y a pas eu de suite. Pourquoi? Parce que c'est un système, j'allais dire, qui se mord la queue. C'est-à-dire, moi, je suis à un poste aujourd'hui. Dès que j'ai ce poste-là, on me dit, dépêche-toi de te servir et de nous servir aussi. Ouais, avant parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est ça. Voilà. Donc, je fais ça. Et en contrepartie, le jour où tu as un problème, ben on est là. On va te protéger parce que nous sommes dans un pays où tout se négocie. Et ça, c'est le lit de l'impunité. C'est-à-dire que l'impunité s'explique essentiellement par cette attitude-là. Dites-moi, pourquoi est-ce que souvent, les poursuites judiciaires qui sont engagées dans des cas de bien mal acquis, pourquoi souvent viennent-elles ou sont-elles initiées en Europe par des ONG européennes ou par des pouvoirs européens quand ça concerne nos pays? Parce que nos populations ne sont pas entraînées à demander des comptes à leurs leaders et nos leaders ne sont pas entraînés à rendre des comptes aux populations. Et ce que M. Diarra dit, c'est vrai que au niveau national, je suis ministre des Finances et puis je me sers et puis autour de moi tout le monde se sert ou je suis président de la République et puis on se protège les uns les autres, mais on a quand même peur de cette communauté internationale qui peut nous demander des comptes et puis il y a des tentatives de corruption aussi de cette communauté internationale pour que à un moment elle poursuive telle personne, tel chef d'État, tel ministre, telle famille plutôt que tel autre, simplement parce que telle famille, tel chef d'État n'a pas rempli ou a rempli à moitié le même phénomène contractuel interne. C'est pour cela que j'ai commencé par le compte d'opération. Si vous vous appelez président Nguema ou président Wade ou je ne sais quel autre président, que vous dites que moi, désormais, mes avoirs extérieurs, je vais peut-être les placer à Manhattan, à New York, et puis les rentabiliser, comme le fait le Maroc ou comme le fait l'Afrique du Sud ou la Tanzanie. Ceux qui utilisent cet argent au Trésor français se disent ce monsieur est dangereux. Et donc, pour éviter cela, on ferme les yeux, entre nous on le fait parce que eux peuvent nous demander des comptes. Et c'est généralement quand il y a une dissension entre nous
et eux à l'extérieur, que brusquement les dossiers sales sortent. Est-ce que c'est pour ça que, par exemple, les monarchies du Golfe ne sont jamais citées dans les cas de biens mal acquis? Il faut dire d'abord, il s'agit de monarchie. Donc, par principe, je dirais que... Il ne s'agit pas d'Afrique, surtout. Dans ce pays-là, tout appartient au roi, en fait. Par exemple, si vous allez en Arabie Saoudite, la terre appartient à la famille royale. Donc, même si vous achetez une maison, vous construisez un hôtel, s'ils ont besoin de la terre là, ils la prennent. C'est différent de la monarchie britannique, la monarchie suédoise, norvégienne. Maintenant, tout à revenir aux ONG étrangères qui arrivent à déterrer des dossiers. Il y a Sherpa, il y a Transparency, enfin il y en a beaucoup. Si on prend le cas de Transparency par exemple, Transparency a des ramifications et a des moyens d'investigation que nos structures de contrôle d'ici n'ont pas. Dans le cas de ce qui s'est passé au Sénégal là tout à l'heure, je disais que si on a pu faire un point aussi exhaustif, il a fallu toute une armada d'experts qui non seulement ont regardé les comptes en interne au Sénégal, mais il a fallu aussi qu'ils aient accès aux comptes bancaires offshore, qu'ils aient accès au registre des actions des différentes sociétés concernées pour localiser exactement le patrimoine de ce monsieur. Donc ici, vous n'aurez jamais une structure de contrôle qu'on va doter de tels moyens. Alors que, en réalité, que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire, nous avons adhéré à beaucoup de conventions qui visent à juguler justement ces trafics de capitaux illicites. Nous en faisons partie, c'est tous les pays de l'UEMOA ont signé avec l'Europe, avec les États-Unis, des conventions qui permettent effectivement de traquer ce genre de biens. Mais, je reviens toujours à la volonté politique. Dans le cas du Sénégal, ce qui s'est passé, c'est que est arrivé un président de la République à qui il tenait à cœur de régler particulièrement ce problème-là. Et il a mis les moyens. Professeur? Moi, je dirais qu'il faut qu'on arrive à des États démocratiques simplement qui obligent nos responsables ou nous responsables à rendre des comptes. Il ne faut pas que ce soit toujours Amnesty, Transparency ou ces ONG. C'est nos vies, ce sont nos pays, que nous mettions en place des systèmes de régulation. Monsieur Diarra était vérificateur ici. En tant que tel, il avait la possibilité de contrôler, de rendre compte et puis certainement d'engager des poursuites. Je ne sais pas si... Mais il a dit que 120 rapports qui étaient des vérifications n'ont servi à rien. Qui n'ont servi à rien. Sur 200. Sur 200 qui n'ont servi à rien. C'est cet élément démocratique qu'il nous faut arriver à briser, mais on ne peut briser cet élément antidémocratique qu'en responsabilisant les populations. C'est leur donner des raisons de se fâcher avec nous quand nous déraillons, mais de ne pas attendre que nous quittions le pouvoir, que nous soyons à la retraite ou que nous soyons partis pour commencer les poursuites. Je prends le cas de la France actuelle, Cahuzac, qu'on n'a pas attendu qu'il soit sorti du pouvoir. Avant, il était en exercice, il était député et sa majorité est au pouvoir et puis on règle ça sur place. Parce qu'une fois que la personne quitte le pouvoir, que le successeur vient et que ces affaires-là se déclenchent, ça a un petit goût de règlement de compte. Tout à fait. Parce que pendant que le pouvoir en place poursuit les criminels d'hier, lui-même est dans le même jeu, en tout cas en Côte d'Ivoire, pour trouver de nouveaux crimes, piller les caisses de l'État. Et tout le monde voit, mais on ne dit rien. Et on attend si dans 5 ans ou dans 3 ans, l'alternance se fait. Celui qui arrive va commencer à demander des comptes aux voleurs d'aujourd'hui et lui-même cultiver ses propres voleurs qui vont rendre compte après-demain. C'est sur le champ qu'il faut rendre compte et demander des comptes. Très bien. Nous allons passer aux appels téléphoniques. Nous avons Monsieur Pena de Brazzaville
au téléphone. Monsieur Pena. Vous convenez avec moi que ça fait partie de l'inférieur des politiques en Afrique. Parce que lorsqu'on nous donne tous à tous l'opportunité sur le choix d'une constitution, c'est le moment où jamais de redéfinir réellement les pouvoirs judiciaires, les mécanismes de nomination. Alors, on ne le fait pas. On met les magistrats dans les mauvaises postures parce qu'il ne dépend que de celui qui l'a nommé. Il est redevable. Alors, il ne peut pas le poursuivre. Prenez par exemple le cas de mon pays, le Congo. Mon président a défendu avec orgueil physique et orgueil d'un président d'un pays souverain. Qu'est-ce qu'il a accepté de se faire manipuler par la France à ce moment? Parce que c'est la vie française. Il a été peur. Il dit, si ceci a très mal fait la vie de son pays, c'était la tête de pied qu'il fait au même magistrat qu'il a nommé. C'est à eux de comprendre. Et moi, je suis magistrat, si et seulement si je peux exercer le pouvoir. Ben, si vous n'exercez pas le pouvoir, et à ce moment-là, vous laissez maintenant le choix à celui qui arrive. Et malheureusement, en Afrique, nous avons ce mauvais comportement de ne jamais accepter qu'on soit puni alors qu'on a puni les autres. Et alors, quand on te punit parce que tu es en faute, et que tu vois, tu dois demander compte. C'est ça le malheur de l'Afrique. Merci, M. Pena. Merci, M. Pena. Nos invités vont réagir à votre avis. Professeur ou M. Diarra? Oui, alors, je vous remercie. Dire que nous aimons punir mais ne pas être punis, en fait, c'est comme si on avait une justice qui n'était pas... Enfin, c'est le cas d'ailleurs. Hein, notre justice manque de distributivité, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle devrait s'appliquer de façon uniforme à tous les citoyens, quel que soit leur rang. Bon. Nos magistratures sont effectivement malades. Ça, il faut se dire la vérité. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que la justice voit son blason un peu redoré et qu'elle puisse être plus efficace qu'elle n'est actuellement? Je crois qu'il y a beaucoup de réflexions. Bon, dans le cas du Mali, par exemple, il y a le PRODEJ là qui est un projet pour moderniser la justice. Mais c'est vrai que par-delà le problème du manque de moyens, en fait, la magistrature, tout comme la société civile et le reste d'ailleurs, a besoin d'être recadrée et de prendre son travail, disons, avec un sens de responsabilité plus élevé. Parce qu'en fait, nos gros problèmes actuellement, il y a la responsabilisation de tous les cadres. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, le fait que tout le monde doit accepter le fait que quand on vous confie un travail, vous devez rendre compte. Nous avons Madame Sarr, Madame Fatou Sarr de Dakar. Madame Sarr? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous êtes sur Africable Télévision. Vous avez la parole. Oui. En ce qui concerne les biens mal acquis, c'est une question d'actualité chez nous au Sénégal. Vous savez ce qui vient de se passer. Le fils de l'ancien président de la République a été arrêté. Maintenant, nous pensons que ça fait partie du processus de démocratisation qui est en cours dans notre pays, parce qu'il est important de faire en sorte que définitivement tous ceux qui vont aspirer à diriger notre État soient mus par la seule volonté de servir. Mais la question qu'on se pose, c'est d'éviter que cette question n'entraîne une fracture sociale, les camps de ceux qui sont avec l'ancien président et les camps de ceux qui sont avec le nouveau président de la République. Car ce serait dommage et c'est le peuple qui serait perdant. Mais en entendant les uns et les autres, la question c'est d'arriver à des mécanismes qui soient totalement crédibles, indépendants des autorités politiques, pour que enfin tout individu à qui on a confié les ressources nationales ou des responsabilités puisse rendre compte à un moment ou à un autre. Merci Madame Sarr.
Merci de cette contribution et je vais demander à M. Koulibaly de réagir sur cette opinion que vous venez d'émettre. Pour les deux intervenants, le principe est le même, la responsabilité. Principe de responsabilité. Moi, je constate que, en général, c'est sur l'argent public qu'on a l'habitude de grappiller en Afrique. Quand quelqu'un est propriétaire de sa PME, de son entreprise, en général, il s'arrange pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de grappillage autour. Et c'est quand nous nous retrouvons autour de l'argent public qu'on s'arrange aussi pour... Alors, pourquoi ne pas devenir plus responsable en réduisant le champ de l'argent public, en réduisant le champ d'influence de la politique? Et puis en faisant en sorte que chacun d'entre nous ait son lopin de terre, ou son lopin d'activité, son lopin de PME, son lopin d'entreprise, qu'il contrôle, dont il est propriétaire et sur lequel il peut demander des comptes et rendre des comptes, soit à des actionnaires, soit à un conseil d'administration. L'État ne rend pas de compte en Afrique. Je reviens toujours au cas du Mali. Les rapports dont je parlais là, l'Assemblée nationale du Mali a reçu chacun de ces rapports-là au moins en 10 exemplaires. Pourquoi? Parce que, en réalité, en tant qu'autorité indépendante, mon premier patron, c'était le peuple lui-même. Et le meilleur vecteur pour informer le peuple, c'était l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle, consciencieusement, chacun des 200 et quelques rapports-là a été adressé à l'Assemblée nationale au moins 10 exemplaires. Et il n'y a jamais eu, en tout cas pendant mon mandat, une seule interpellation d'un responsable sur la base de faits qui étaient graves, parce que des fois, on est arrivé à des montants conséquents. Donc vos rapports adressés à l'Assemblée nationale sont tombés dans l'oubli. Ils n'ont pas eu de suite. Ils n'ont pas eu de suite. C'est-à-dire que sur la base de ces rapports-là, en fait, c'était autant d'occasions pour interpeller les gestionnaires concernés et avoir des explications et des éclaircissements. Ça n'a jamais été fait. Bon. Maintenant, ça m'amène à dire que ce qui facilite aujourd'hui justement l'acquisition de ces biens mal acquis là, c'est que la société civile, à mon avis, son implication reste très faible. C'est-à-dire que bon, depuis 1991, il y a eu un essor formidable de la société civile, un essor des partis politiques, etc. Mais jusqu'à présent, notre société civile reste trop focalisée autour des sphères de pouvoir. Ce qui fait que la population participe très peu aux prises de décision. Très bien. Nous avons M. Diop au téléphone. Monsieur Diop? Oui. Oui, vous téléphonez de Caï. Vous êtes sur Africable Télévision. Vous avez la parole. Merci bien, monsieur. Moi, c'est M. Diop Alassane. Je suis avocat. Je dis que le Parlement, c'est un pouvoir. À ce titre, il doit jouer un rôle primordial dans l'équilibre du pouvoir. Donc, pour moi, il ne s'agira pas pour nous d'expliquer ce qui est consacré par les textes et nos constitutions, parce qu'entre ce qui est prévu par nos constitutions et la réalité, il y a un fossé aussi grand que l'Himalaya. Pour moi, pour que le Parlement joue son rôle, tellement son rôle, il doit être composé par des hommes et des femmes de valeur qui sont dotés dans le travail de sécurité de la loi. Or, en général, ce n'est pas le cas. On se rend compte que nos parlements sont remplis de toute la plupart des hommes et des femmes qui n'ont aucune qualification pour le travail technique de fabrication de leurs demande. On veut donc jouer leur rôle de pouvoir de régulateur de l'exécutif et je pense d'enregistrement. Maître Diop, excusez-moi, je vais vous interrompre parce que nous n'entendons plus la fin de ce que vous êtes en train de dire, mais je crois que le professeur Koulibaly a bien compris le sens de votre intervention. Je vais donc lui donner la parole pour qu'il réagisse.
Oui, je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas parce que la Constitution donne des droits au Parlement que le Parlement exercerait effectivement ces droits. Sinon, c'est pareil pour la justice. Dans toutes nos constitutions, la justice a des pouvoirs, mais la réalité, c'est que la justice n'exerce vraiment pas ses pouvoirs. C'est encore la responsabilité. Monsieur Sarr disait tout à l'heure, Madame Sarr, pardon, que il y avait l'aspect public qui avait occupé une large place, et puis M. Diarra est revenu là-dessus. C'est toujours la même question. Si l'aspect public a une large place, il faut lui mettre des balises pour que les hommes politiques ne débordent pas. Ce qui est arrivé avec M. Diarra ici, avec l'État qui était patrimonial, l'exécutif contrôle le Parlement, contrôle la justice. Vous voyez, quand on élit un président de la République, il est au-dessus. On dit que c'est la première institution de la République. Ces contrôleurs, on va les choisir, les députés, et on les met en dessous de l'exécutif, alors que normalement, leur travail, c'est de contrôler l'exécutif. Vous avez des députés qui doivent contrôler l'exécutif, le président, mais ils sont sous le président. Ça ne marche pas. Les constitutions sont mal rédigées, les institutions sont mal montées, pareil pour la justice. Il faut sortir le Parlement et puis le mettre au-dessus, au même niveau que l'exécutif, choisir au sein de l'exécutif ceux qui vont travailler, puis les comptes rendus se font. À partir de ce moment-là, la justice pourra être plus dynamique. Mais M. Diarra a dit quelque chose de quand même... il dit que le principal vecteur sur lequel lui a voulu se poser, c'est les élus du peuple, mais ils n'ont pas réagi. Pourquoi on ne s'adresserait pas directement au peuple lui-même? À travers les médias, à travers Africable, par exemple. Les médias, à travers la presse, mais dans le pays, la presse n'est pas libre. Ben, Africable est libre. Oui. Nous avons M. Abiagué de Libreville. Oui. Vous êtes sur Africable. Oui, j'ai une question. Ma question porte sur la fiabilité du contrôle que pourrait exercer, par exemple, l'Assemblée nationale. Vous savez que la plupart des assemblées dans nos pays sont l'émanation des partis au pouvoir. Est-ce qu'on ne peut pas voir à travers une assemblée nationale qui le contrôle est orienté vers un opposant politique? Est-ce qu'on ne peut pas y voir comme un règlement de compte en intermédiaire d'une institution institutionnelle? Bien, M. Abiagué. Bien, nos invités vont réagir à votre intervention. C'est de ça que nous parlions tout à l'heure. Si vous attendez que celui qui est au pouvoir parte du pouvoir avant de commencer à lui demander des comptes, ça aura un goût de règlement de comptes. Tout à fait. Pendant qu'il est au pouvoir, il exerce la justice, un juge d'instruction, un magistrat, la Cour des comptes, le vérificateur, l'inspection générale d'État se lève et puis accuse, apporte les preuves et puis les sanctions sont prises, ça fait plus démocratique, personne n'y verrait, comment on dit ça, de règlement de comptes. Il faut que nos hommes politiques acceptent de se couper le doigt et que ça se passe comme ça et puis les choses vont changer. Très bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous aurions pu en discuter pendant des heures encore. La semaine prochaine, nous discuterons du trafic de faux médicaments en Afrique et nous verrons à quoi ressemble la vie après la présidence de la République. Vous pourrez participer à cette émission en téléphonant au 00223 44 20 80 80, en envoyant vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. À votre avis est rediffusé le samedi à 1h, à 7h et à 13h. Ainsi prend fin notre émission. Messieurs, je vous remercie de vos contributions. Bonne soirée et à vendredi.